Au cœur du Massif central, en 2023, le petit village de Roche-sur-Ciel semblait figé dans le temps, niché au pied du puits de Sancy. L'air matinal, vif et pur, mordait la peau. Une brume légère flottait au-dessus des champs de lentilles et des pâturages, tandis que le chant des oiseaux s'élevait des forêts de hêtres environnantes en un chœur matinal. Derrière cette carte postale d'une France rurale et éternelle, la vie des villageois suivait un rythme lent, dicté par le labeur acharné de la terre. La plupart des habitants tiraient leur subsistance de l'agriculture. La culture des lentilles vertes du puits, l'élevage de vaches pour le célèbre fromage Saint-Nectaire, ou la récolte des champignons dans les bois environnants. À l'extrémité du village, près d'un chemin de terre qui reliait Roche-sur-Ciel au marché plus animé de Besse et Sainte-Anastaise, se dressait une petite maison en pierre au toit d'ardoise. La bâtisse était modeste, la peinture des volets commençait à s'écailler, mais elle abritait un couple, Julien et Élise. De l'extérieur, elle ressemblait à toutes les autres maisons du hameau, mais chaque foyer, on le sait, garde ses propres secrets. Et cette petite maison n'échappait pas à la règle. Élise était une épouse d'une loyauté sans faille. Chaque jour, elle se levait bien avant le chant du coq, allumait le feu dans la cheminée avec des bûches de hêtre séchées, puis préparait le café dont l'arôme puissant emplissait bientôt la petite cuisine. Ses mains agiles préparaient un petit déjeuner simple mais réconfortant, du pain de campagne frais, du fromage de chèvre local, et parfois une omelette aux herbes du jardin. Elle croyait que le bonheur d'un foyer se construisait sur ces petites attentions quotidiennes, un repas chaud, une maison propre, un sourire, même fatigué. Mais au fond de son cœur, un vide grandissait. Julien, son mari, était connu dans le village comme un homme travailleur, mais taiseux. Depuis son adolescence, il avait l'habitude d'aider ses parents dans les champs. Aujourd'hui marié, il continuait de trimer du matin au soir, la fourche sur l'épaule et le visage buriné par le soleil et le vent. Sa silhouette était robuste, ses traits durs, mais un sourire éclairait rarement son visage. Les villageois le décrivaient comme un homme silencieux, presque secret. Il parlait peu, même à sa propre femme. Aux yeux des voisins, il formait un couple sans histoire. Jamais un cri, jamais une dispute ne s'échappait de leurs murs de pierre. Élise saluait toujours d'un sourire discret quiconque passait devant chez elle. Pourtant, ce sourire ressemblait plus souvent à un devoir qu'à une véritable expression de joie. Elle était passée maître dans l'art de dissimuler son anxiété derrière un visage aimable. L'après-midi, Élise s'asseyait souvent sur le petit banc de pierre devant la maison, contemplant la rue déserte. Elle aimait regarder les quelques enfants du village jouer ou écouter le son lointain des cloches des vaches rentrant à l'étable, mais son regard se perdait souvent dans le vague, comme si elle attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. Quelques voisines, en passant, échangeaient quelques mots avec elle, et elle répondait toujours d'une voix douce. Mais au plus profond d'elle-même, elle ressentait une solitude qu'elle ne pouvait partager avec personne. Élise savait que la vie de village était un terreau fertile pour les ragots. Du café du matin au champ, du marché hebdomadaire à l'église du dimanche, les histoires voyageaient de bouche en bouche, se transformant au passage. C'est pourquoi elle veillait scrupuleusement à son comportement, pour ne jamais donner prise aux médisances. Pour une femme de la campagne, préserver sa réputation était aussi vital que de maintenir le feu dans l'âtre. Mais malgré tous ses efforts, Élise ne pouvait se mentir à elle-même. Le sentiment de solitude devenait de plus en plus dense, de plus en plus lourd. Chaque soir, après le retour de Julien des champs, Élise servait le dîner. Il s'asseyait à la table en bois de la cuisine, mangeant une soupe de légumes et du fromage dans un silence presque complet. Julien mangeait vite, sans un mot, avant d'aller s'affaler dans son fauteuil près du feu. Élise aurait voulu parler, lui raconter ses journées, lui confier ses angoisses, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Le visage de son mari était une forteresse impénétrable, comme s'il habitait un autre monde. Pour chasser cette solitude, Élise avait un rituel secret. Elle écrivait dans un vieux journal intime, un cadeau de son défunt père. Elle le cachait sous son oreiller. Chaque nuit, lorsque Julien était profondément endormi, elle allumait une petite lampe à pétrole et confiait au papier son cœur lourd. Sa nostalgie des débuts de leur mariage, son désir de revoir le sourire de son mari, les prières muettes qu'elle formulait pour que leur union reste intacte. Ce carnet était devenu son seul confident, l'ami silencieux qui écoutait toutes ses peines sans jamais la juger. Les jours à Roche-sur-Ciel se suivaient et se ressemblaient. Le matin glacial, le midi ensoleillé malgré la fraîcheur de l'air, le soir où la brume redescendait des sommets, et la nuit, silencieuse, seulement troublée par le chant des grillons. Pour certains, cette routine était apaisante. Mais pour Élise, une routine sans chaleur humaine ne faisait que creuser le vide dans son âme. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière le puits de Sancy, projetant des ombres longues sur la vallée, Élise attendait sur son banc, un châle sur les épaules. Le froid lui donnait la chair de poule, mais elle restait là, à guetter le retour de son mari.
Au loin, elle aperçut la silhouette de Julien, marchant d'un pas lourd, les épaules voûtées, le visage luisant de sueur. Malgré l'air glacial, Élise se leva, prépara une bassine d'eau chaude, et l'accueillit sans un mot superflu. Comme à leur habitude, ils dînèrent en silence. Cette nuit-là, alors que la flamme de la lampe vacillait au gré des courants d'air, Élise était allongée, les yeux fixés sur les poutres sombres du plafond. À côté d'elle, Julien dormait, lui tournant le dos. Elle eut une envie irrépressible de toucher son épaule, de lui dire combien l'affection des premiers jours lui manquait. Mais sa main, à peine esquissé le geste, se replia sous la couverture. Un fossé de plus en plus large se creusait entre eux. Un fossé invisible, mais dont la présence était suffocante. De l'extérieur, Roche-sur-Ciel respirait la tranquillité. La brume dansait sur les champs, les étoiles scintillaient dans le ciel pur des montagnes et le vent faisait murmurer les feuilles des hêtres. Mais à l'intérieur de la petite maison de pierre, le cœur d'Élise était en proie à une tempête silencieuse. Elle ne savait pas encore que la solitude qu'elle ressentait n'était que le calme avant un ouragan dévastateur qui allait changer le cours de sa vie. La vie à Roche-sur-Ciel commençait toujours par un froid qui vous saisissait jusqu'aux os. Aux premières lueurs de l'aube, alors que la plupart des villageois dormaient encore, Élise était déjà debout. Elle enroulait un châle fin autour de son corps frissonnant et se dirigeait à pas feutrés vers la cuisine. De ses mains habiles, elle ravivait les braises dans la cheminée, soufflant doucement jusqu'à ce que les bûches s'enflamment en crépitant, dégageant une fine fumée. L'odeur du bois brûlé se mêlait à l'arôme du café qui commençait à chanter dans la cafetière. Élise savait qu'il n'y avait aucun luxe dans son mariage. Mais elle était convaincue que le bonheur pouvait naître des choses les plus simples. Chaque jour, elle préparait le petit déjeuner pour Julien. Même s'il ne s'agissait que de pain frais avec un peu de confiture maison ou d'un morceau de fromage, pour elle, servir ce repas était la forme la plus tangible de son amour. Elle trouvait une sorte de paix à regarder Julien, assis à la table en bois, manger avec appétit, même si aucun mot chaleureux n'accompagnait ce rituel. Une fois Julien parti au champ, la fourche sur l'épaule, Élise mettait de l'ordre dans la maison. Elle balayait le sol en tommettes, secouait les tapis, et étendait le linge dans le petit jardin derrière la maison, qui donnait sur les pâturages. Cette routine était ancrée en elle. Parfois, elle s'arrêtait un instant, le regard perdu vers la silhouette du volcan endormi dont le sommet était souvent coiffé de nuages, et prenait une profonde inspiration. Le paysage était d'une beauté à couper le souffle, mais il ne parvenait pas à dissiper le sentiment de solitude qui rongeait lentement son cœur. L'après-midi, Élise vendait parfois les quelques légumes de son potager devant sa porte. Des voisines s'arrêtaient pour acheter une salade ou quelques carottes, et en profitaient pour échanger quelques mots. Élise les servait toujours avec un sourire discret. Mais dès que la porte se refermait, son visage reprenait une expression mélancolique. Elle avait souvent l'impression de n'être qu'un passe-temps, une présence fonctionnelle destinée à servir, mais pas à être aimée. Malgré tout, Élise n'a jamais cessé d'essayer de préserver son mariage. Elle s'assurait toujours que Julien soit accueilli en rentrant par une maison propre et un repas chaud. Dans son cœur, elle espérait qu'il se sentirait bien chez lui, qu'il se sentirait valorisé, et qu'il finirait par lui montrer à nouveau l'affection qu'il lui avait autrefois offerte au début de leur union. Mais les jours passaient, et tout ce qu'elle rencontrait était la froideur de son mari. Les voisins demandaient parfois « Pourquoi voit-on si rarement Julien discuter avec sa femme ?» Élise se contentait de sourire et de répondre brièvement « Il est sans doute fatigué par le travail. » Mais au fond d'elle, elle se posait la même question. Son mari était-il fatigué de son travail au champ, ou était-il fatigué de sa vie avec elle? Cette question résonnait sans cesse en elle, mais elle n'osait jamais la formuler à voix haute. Les nuits au village étaient longues. Le vent descendant des montagnes sifflait entre les murs de pierre de la maison, créant des bruits étranges. Allongée dans le lit, les yeux grands ouverts, Élise contemplait la silhouette de Julien qui lui tournait le dos dans son sommeil. Elle aurait tant voulu toucher son épaule, juste pour se sentir proche de lui. Mais chaque fois que sa main s'approchait, son courage l'abandonnait. Le visage de Julien, même endormi, semblait si dur, comme s'il avait érigé un mur invisible qu'elle ne pourrait jamais franchir. Pour apaiser son cœur, Élise écrivait de nouveau dans son vieux journal. À la lueur tremblotante de la petite lampe, elle y déversait tous ses sentiments. Le manque, la solitude, la peur de perdre cet amour pour lequel elle avait quitté son village natal pour suivre Julien. Elle écrivait, les larmes brouillant les mots sur la page, mais après, elle se sentait un peu plus légère. Ce carnet était le seul endroit où elle pouvait être honnête sans craindre d'être jugée. Un après-midi, Élise était assise sur le banc de pierre, regardant la rue du village. Au loin, des enfants rentraient de l'école, leurs cartables usés sur le dos, riant aux éclats. Cette scène la laissa pensive. Elle aurait tant voulu avoir un enfant, mais la vie ne lui avait pas encore fait ce cadeau.
Dans son cœur, elle se demandait souvent, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Julien est devenu si froid. Mais elle n'a jamais osé lui poser la question directement. Sa voisine la plus proche, Martine, passait parfois lui apporter des produits de son jardin. Cette femme âgée, veuve depuis plusieurs années et ayant perdu son fils unique dans un accident, considérait Élise comme sa propre fille. Chaque fois qu'elle voyait Élise, son cœur se serrait. Martine lui donnait souvent des conseils. « Sois patiente, ma petite. Un mariage, c'est un long chemin de patience. » Élise hochait la tête en souriant, mais au fond d'elle, elle sentait que cette patience devenait un fardeau de plus en plus lourd à porter. La vie d'Élise semblait ordinaire aux yeux des autres. Se lever tôt, cuisiner, ranger la maison, vendre des légumes, attendre le retour de son mari, puis s'endormir dans le silence. Mais derrière cette routine, une âme se débattait. Elle voulait être aimée, être valorisée, se sentir essentielle dans la vie de son mari. Mais tout ce qu'elle obtenait était une distance qui ne cessait de s'accroître. Au pied du puits de Sancy, l'air froid devenait plus mordant à la tombée de la nuit. Élise se blottit sous sa couverture, regardant son mari profondément endormi. Une larme silencieuse coula sur sa joue. Elle priait en silence pour que le lendemain soit plus chaleureux, pour que l'amour qui avait fleuri autrefois puisse renaître. Mais au plus profond de son être, Élise commençait à avoir un mauvais pressentiment. Elle ne savait pas quoi, mais son cœur était agité. Comme si quelque chose se tramait dans l'ombre, attendant son heure pour tout bouleverser. À Roche-sur-Ciel, les rumeurs se propageaient plus vite que le vent glacial qui dévalait les pentes du puits de Sancy. Chaque matin, les hommes du village se retrouvaient au café-tabac, près de la route menant à Besse. Assis sur des chaises en bois usé, ils sirotaient leur café noir, savouraient un croissant, et discutaient de tout et de rien. Du prix de l'engrais qui augmentait aux affaires de cœur de leurs voisins. Cette atmosphère conviviale se transformait parfois en une arène de chuchotements capable de blesser quiconque en devenait le sujet. Depuis quelques semaines, le nom qui revenait le plus souvent dans ces conversations était celui de Julien. Un voisin, la voix basse, penché sur sa table, lança un jour « On dit que je vois souvent Julien s'arrêter chez Amélie ». Cette phrase eut l'effet d'une étincelle. Les chaises grincèrent alors que les hommes se penchaient en avant pour mieux entendre. Amélie était une jeune femme arrivée au village quelques années plus tôt. Elle s'y était installée avec sa mère après le décès de son père, héritant de l'entreprise familiale de négoce de produits agricoles. Sa présence avait rapidement attiré l'attention, car elle détonnait avec la plupart des femmes du village. Elle était toujours impeccablement vêtue, ses habits propres et parfumés. Alors que les autres se rendaient au marché en vieille Renault 4 litres, Amélie arrivait dans une petite Peugeot blanche, rutilante, qui contrastait vivement avec les chemins de terre du village. Outre son apparence, sa manière de parler la distinguait. Elle était polie, mais avec un ton légèrement distant qui inspirait une certaine réserve. Beaucoup d'hommes l'admiraient en secret, mais personne n'osait vraiment l'approcher. Jusqu'à ce que la rumeur enfle, Julien était souvent vu en grande conversation avec elle. Au début, la nouvelle était vague. Une personne racontait une chose, puis deux autres affirmaient avoir vu la même scène. Peu à peu, l'histoire devint plus précise. « Je l'ai vu de mes propres yeux », affirma un agriculteur. La semaine dernière, en rentrant des champs, Julien s'est arrêté devant chez Amélie. Ils ont parlé un long moment, très proches l'un de l'autre. En entendant cela, les autres hommes échangèrent des regards entendus. Dans sa petite maison de pierre, Élise commença elle aussi à entendre ces murmures. Alors qu'elle vendait ses légumes au marché, une vieille femme lui dit à mi-voix « Élise, hier j'ai vu ton mari en ville avec Amélie. » Ce n'était peut-être qu'une coïncidence, mais ils avaient l'air si proches. Élise retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Elle tenta un sourire fragile, répondant calmement « Vous avez dû vous tromper, madame, mais c'est pas été lourd en rentrant chez elle. » Au début, Élise voulait croire que ce n'était que des ragots. Elle savait que les histoires de village avaient tendance à amplifier les moindres détails. Mais peu à peu, le comportement de Julien lui-même ébranla ses certitudes. Son mari rentrait de plus en plus tard. Quand elle lui demandait pourquoi, la réponse était toujours brève « J'ai beaucoup de travail au champ. » Mais le regard de Julien était fuyant. Il n'avait plus la franchise d'autrefois. Les nuits d'Élise devinrent encore plus longues. Allongée dans le noir, elle écoutait le vent des montagnes hurler au dehors, mais son esprit était en ébullition. Elle voulait interroger Julien directement, mais la peur la paralysait. Julien était facilement irritable, et Élise ne voulait pas déclencher une dispute. Elle ne pouvait que garder son angoisse pour elle, la confiant à son journal intime. Un soir, une pluie battante s'abattit sur Roche-sur-Ciel. Les gouttes martelant le toit d'ardoise créaient un rythme qui, d'habitude, l'apaisait.
Élise rassembla son courage. Julien, tu rentres souvent tard ces derniers temps. Es-tu sûr que c'est juste le travail au champ? Julien, qui s'essuyait avec une serviette, lui jeta un regard fugace. C'est le travail, c'est tout. Si je ne le fais pas, comment on mange? Sa réponse était froide, sa voix plate, réduisant Élise au silence. Cette nuit-là, Élise ne trouva pas le sommeil. Elle regardait le dos de son mari, tourné vers elle. Un sentiment d'étrangeté de plus en plus fort l'envahissait. Comme si l'homme qui dormait à ses côtés n'était plus celui qu'elle avait épousé, le cœur rempli d'amour. Dehors, la pluie continuait de frapper le toit, comme pour faire écho à l'agitation qui emplissait sa poitrine. Les jours suivants, les rumeurs s'intensifièrent. Au café, on ne chuchotait plus. On parlait ouvertement de Julien et Amélie. Certains plaignaient Élise, d'autres étaient simplement curieux de voir jusqu'où irait cette relation. Le nom d'Élise était désormais sur toutes les lèvres, discuté dans son dos. Un matin au marché, Élise entendit deux femmes parler à voix basse, mais assez clairement pour qu'elle puisse comprendre. « Je les ai vues moi-même », dit l'une, Amélie faisait ses courses avec Julien la semaine dernière. Ils avaient l'air si proches. Élise serra son panier si fort que ses jointures blanchirent, retenant ses larmes pour ne pas craquer en public. Une fois ses achats terminés, elle rentra d'un pas lourd, la poitrine oppressée. Arrivée à la maison, Élise resta longtemps assise sur le banc de pierre. Elle regardait l'alliance à son doigt. Un anneau qu'elle portait autrefois avec tant d'espoir. Aujourd'hui, il lui semblait froid, un simple cercle de métal vide de sens. Dans un petit coin de son cœur, Élise voulait encore croire en Julien. Elle aimait toujours son mari. Mais cet amour auquel elle s'accrochait désespérément commençait à ressembler à un couteau qui la blessait lentement. Le ciel du soir au-dessus de Roche-sur-Ciel s'embrasa de teintes rouges, comme pour témoigner de l'angoisse d'Élise. Le vent des montagnes apportait l'odeur de la terre humide et des pins. Mais pour Élise, tout ce qu'elle respirait était une amertume de plus en plus âcre. Elle ne savait pas que les rumeurs qui circulaient n'étaient que le prélude d'une tempête bien plus grande qui allait secouer sa vie. Les jours à Roche-sur-Ciel, d'ordinaire si paisibles, semblaient désormais différents pour Élise. Chaque fois qu'elle se rendait au marché ou simplement qu'elle allait chercher de l'eau au puits communal, elle était suivie par des murmures. Jamais prononcés directement en face d'elle, mais elle savait qu'ils lui étaient destinés. Les regards se tournaient sur son passage, puis se détournaient rapidement, comme pour cacher un secret. Au début, Élise tenta de faire la sourde oreille. Elle se disait, ce ne sont que des commérages de villageois qui aiment amplifier les petites histoires. Mais les voix se firent de plus en plus nombreuses, de plus en plus insistantes. La rumeur sur la proximité entre Julien et Amélie n'était plus un simple bruit de couloir. Désormais, les gens en parlaient avec une assurance qui laissait penser qu'ils en avaient été les témoins directs. Un matin, Élise se rendit au grand marché de Bessay-Sainte-Anastaise. Elle portait un panier en osier rempli des légumes de son petit potager. Alors qu'elle choisissait des piments chez un marchand, deux femmes non loin d'elle se mirent à parler d'une voix assez forte pour qu'elle entende. « Je les ai vues de mes propres yeux la semaine dernière », dit l'une. Julien se promenait avec Amélie dans la rue principale. Ils avaient l'air si proches, ils riaient même ensemble. Sa voisine renchérit, « Si c'est vrai, c'est bien triste pour la pauvre Élise. » Élise baissa la tête, feignant d'être absorbée par le choix de ses légumes. Mais son cœur battait la chamade, ses oreilles brûlaient. Elle retint ses larmes pour ne pas craquer devant tout le monde. Une fois ses courses terminées, le chemin du retour lui parut une éternité. Le panier dans sa main semblait peser une tonne, bien qu'il ne contînt que de simples légumes. De retour à la maison, elle resta longtemps assise sur le banc de pierre, le regard perdu sur la route déserte. Dans son esprit, tout se bousculait. La colère, l'envie de confronter Julien, mais aussi la peur d'entendre une réponse qui pourrait anéantir son cœur. Elle serra ses propres mains, contemplant l'alliance qui entourait son doigt. Autrefois symbole d'une promesse sacrée, elle lui paraissait maintenant froide, dépourvue de sens. Ce soir-là, Julien rentra plus tard que d'habitude. Ses vêtements de travail étaient sales, son visage marqué par la fatigue, mais son regard était différent. Il semblait cacher quelque chose qu'il ne voulait pas partager. Élise se risqua à demander d'une voix prudente, « Julien, tu rentres souvent tard ces derniers temps. As-tu vraiment tant de travail au champ ?» Julien se tourna à peine vers elle et répondit sèchement, « Et comment crois-tu qu'on mange ?» Cette réponse la blessa profondément. Elle voulait le croire, mais son regard semblait dissimuler autre chose. Une distance se faisait de plus en plus sentir. Une distance qu'un simple plat chaud ou un verre d'eau ne pouvait combler. Cette nuit-là, Élise eut du mal à trouver le sommeil. Le bruit du vent dans les arbres accentuait la sensation de froid,
la faisant se sentir encore plus seule, bien que son mari dormît à côté d'elle. Les jours suivants, le changement de comportement de Julien devint flagrant. Il évitait de plus en plus son regard, passait de longs moments à rêvasser et s'emportait pour un rien si elle lui posait des questions. Élise sentait que son mari vivait désormais dans un autre monde, un monde auquel elle n'avait plus accès. Elle essaya de patienter, mais son angoisse ne cessait de croître. Au marché, les rumeurs allaient bon train. Les gens ne chuchotaient plus, ils en parlaient ouvertement. « Je les ai vus faire leurs courses ensemble », raconta une femme à son amie. Ils semblaient intimes, bien plus que de simples amis. Ces paroles parvinrent aux oreilles d'Élise. Cette fois, elle ne put retenir ses larmes. Elle baissa la tête, et ses larmes tombèrent, mouillant le panier qu'elle tenait. Sa voisine, Martine, vint lui rendre visite un après-midi avec une tarte aux myrtilles encore chaude. Son visage était empreint de compassion en voyant Élise assise, pensive, sur son banc. « Ma petite, j'entends beaucoup de vilaines choses ces derniers temps. Ne garde pas tout pour toi. » Élise esquissa un faible sourire, tentant de masquer une angoisse qui se lisait sur son visage. « Ce n'est rien, Martine. Juste des commérages. » Mais Martine savait que ce sourire n'était qu'un mince voile dissimulant une profonde blessure. Les nuits d'Élise étaient de plus en plus solitaires. Elle se réfugiait de nouveau dans l'écriture, confiant à son vieux journal toute l'angoisse qu'elle ne pouvait exprimer. Les mots sur le papier devenaient les témoins silencieux de la peur qui la rongeait. Elle aimait Julien, mais elle avait aussi peur de se perdre elle-même dans cet amour qui ne lui laissait que des cicatrices. Le puits de Sancy se dressait, majestueux, au loin, enveloppé d'un épais brouillard. De l'extérieur, Roche-sur-Ciel semblait paisible. Les champs verdoyants scintillaient sous le soleil et les enfants continuaient de courir joyeusement dans les rues. Mais dans le cœur d'Élise, la tempête commençait à gronder. Elle sentait qu'un malheur était imminent. Quelque chose qui allait ébranler sa vie bien plus violemment qu'une simple rumeur. Une pluie torrentielle s'abattit sur Roche-sur-Ciel cet après-midi-là. L'eau ruisselait en cascade du toit d'ardoise de la maison d'Élise et Julien, produisant un vacarme qui se mêlait à la froideur de l'air montagnard. Élise se tenait dans la cuisine, fermant les volets en bois pour empêcher la pluie d'entrer. Le vent apportait une odeur prégnante de terre mouillée, rendant l'atmosphère de la maison encore plus sombre. D'habitude, Élise aimait la pluie. Son bruit était apaisant, il invitait à la quiétude. Mais cette fois, le son de la pluie la rendait anxieuse. Depuis le midi, Julien n'était pas encore rentré des champs. Élise faisait les 100 pas dans la maison, préparant de l'eau chaude et un dîner simple. Elle espérait qu'à son retour, ils pourraient discuter calmement, comme d'autres couples qui passent du temps ensemble lors d'un après-midi pluvieux. Vers le crépuscule, la porte grinça et s'ouvrit. Julien entra d'un pas lourd. Ses vêtements étaient trempés, son visage fatigué. Élise lui tendit aussitôt une serviette. « Sèche-toi vite, Julien. Tu dois être gelé. » Julien prit la serviette sans même la regarder. Il s'assit sur une chaise en bois, s'essuyant le visage avec rudesse. Élise observa son mari un instant, puis se risqua à prendre la parole. « Julien, tu rentres souvent tard ces derniers temps. Je m'inquiète. Est-ce vraiment juste à cause du travail au champ ?» Sa voix était douce, comme si elle craignait de le froisser. Julien tourna la tête, son regard était glacial. « C'est le travail, Élise. Si je ne trime pas, tu crois qu'on va manger quoi ?» Sa réponse était plate, mettant fin à toute conversation. Élise baissa la tête, le cœur meurtri. Elle voulait le croire, mais au fond d'elle, elle savait qu'il cachait quelque chose. Le silence emplit la pièce, seul le martèlement de la pluie sur le toit se faisait entendre. Élise voulait poursuivre la discussion, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle avait peur que la moindre parole ne déclenche une dispute. Mais se taire était aussi une torture. Finalement, elle se lança à nouveau. « Julien, j'ai entendu beaucoup de choses au village. Les gens disent qu'on te voit souvent avec Amélie. Est-ce que c'est vrai ?» Julien arrêta son geste. Il fixa Élise avec un regard si dur qu'elle en frissonna. « N'écoute pas les commérages. Ils sont juste jaloux. » Sa voix était ferme, mais son ton était froid, chargé d'une colère contenue. Élise fut pétrifiée. Elle voulait répondre, dire que cette rumeur semblait trop réelle pour être ignorée. Mais elle craignait que ses paroles n'aggravent la situation. Ce soir-là, ils mangèrent sans un mot. Élise servit une soupe de légumes et du poisson frit sur la table, mais Julien mangea rapidement puis se retira dans la chambre sans plus de cérémonie. Élise resta seule, contemplant les restes dans son assiette. Ses larmes se mêlèrent à la vapeur qui s'échappait encore de son bol. Quand elle entra dans la chambre, elle vit que Julien était déjà allongé,
lui tournant le dos. Élise s'allongea à son tour, mais ses yeux restèrent ouverts dans l'obscurité. Elle se sentait de plus en plus étrangère à l'homme qui partageait son lit. Autrefois, Julien était son refuge, l'endroit où elle se sentait en sécurité. Maintenant, il était comme un inconnu qui vivait simplement sous le même toit. Élise se souvint des débuts de leur mariage. Elle pouvait encore sentir la chaleur de la main de Julien dans la sienne, les promesses simples de vieillir ensemble. Tous ces souvenirs lui semblaient maintenant lointains, comme des ombres qui s'estompent peu à peu. Elle se demanda en silence, l'amour peut-il disparaître si soudainement, ou est-ce que, depuis le début, j'étais la seule à aimer de tout mon cœur? Le bruit de la pluie sur le toit d'ardoise résonnait comme un martèlement incessant, rendant la nuit interminable. Élise enfouit son visage dans sa couverture pour étouffer ses sanglots. Elle savait que leur relation était au bord du gouffre. Elle voulait se battre pour son mariage, mais ne savait pas par où commencer. Dehors, le village continuait de vivre à son rythme. Les champs recevaient l'eau bienfaisante de la pluie, les potagers allaient devenir plus luxuriants, et les enfants continuaient de rire en courant sous l'averse. Mais pour Élise, la pluie de cette nuit-là fut le témoin de la première fois où elle se sentit véritablement avoir perdu son mari, même si Julien était encore à ses côtés. Le lendemain, l'air du village semblait plus froid que d'habitude. Élise se rendit au marché comme à son habitude, son panier rempli des légumes de son petit jardin. Mais ses pas étaient lourds. Les paroles de Julien de la veille résonnaient encore à ses oreilles, froides et sans amour. Au marché, elle entendit de nouveau des chuchotements. Cette fois, plus clairs, plus blessants. « Je l'ai vu de mes propres yeux », dit une jeune femme à son amie. La semaine dernière, Julien et Amélie faisaient leurs courses ensemble. Ils avaient l'air si proches. Élise fit semblant de ne pas entendre, mais ses yeux s'emplirent de larmes. Elle termina rapidement ses achats et rentra chez elle. Arrivée à la maison, elle s'assit sur le banc de pierre, contemplant la rue déserte. Son cœur était brisé. Mais derrière toute cette douleur, il restait un amour tenace. Un amour qui la faisait encore espérer. Malgré la souffrance grandissante, Élise ignorait qu'une tempête bien plus violente l'attendait. Une tempête qui mettrait sa force à l'épreuve comme jamais auparavant. Cette nuit-là, après que la pluie eut cessé, Julien s'assit sur une chaise en bois derrière la maison. Une cigarette était coincée entre ses doigts. Son regard était vide, fixé sur l'obscurité. Une fine fumée s'élevait dans l'air froid de Roche-sur-Ciel. Devant lui, une tasse de café à moitié vide avait refroidi sans qu'il y touche. Il semblait agité, son esprit tourmenté par des images qu'il ne pouvait chasser. Depuis plusieurs semaines, la silhouette d'Amélie hantait ses pensées. Son visage toujours soigné, l'odeur de son parfum coûteux, sa façon de parler, douce mais ferme. Tout cela donnait à Julien le sentiment d'être différent. Avec Élise, sa vie lui semblait ordinaire, une succession de routines monotones. Mais avec Amélie, il se sentait important, un homme que l'on remarque. Ce qui était encore plus séduisant, c'est qu'Amélie ne cachait pas son aisance matérielle. Sa maison était plus grande, ses vêtements toujours impeccables et semblant neufs. La petite Peugeot blanche qu'elle conduisait fascinait les villageois. Chaque fois que Julien entrait chez Amélie, même pour un court instant, il avait l'impression de pénétrer dans un autre monde. Un monde bien loin de sa maison de pierre délabrée au toit d'ardoise qui fuyait, qu'il partageait avec Élise. Cette vision rendait Julien de plus en plus fébrile. Il commençait à comparer sa vie actuelle avec ce qu'il pourrait obtenir s'il était avec Amélie. La vie avec Élise lui semblait être une longue route sans fin, pleine de labeur, pour des résultats toujours modestes. Chaque jour, c'était du pain, du fromage ou une soupe de légumes. Chaque soir, une petite maison froide et silencieuse. Il en avait assez, il était las. Dans ses rêveries, Julien imaginait une nouvelle vie. Il se voyait porter des vêtements élégants, conduire une voiture neuve, vivre dans une grande maison avec un sol en carrelage brillant. Il s'imaginait assis avec Amélie dans un salon parfumé, et non plus dans une cuisine enfumée avec Élise. L'image était si vivide qu'il pouvait presque la toucher. Mais il y avait un obstacle, Élise. Tant qu'Élise serait là, il savait qu'Amélie ne l'accepterait jamais pleinement. Amélie elle-même le lui avait dit clairement, « Si tu es vraiment sérieux avec moi, tu dois oser prendre une grande décision. » Cette phrase résonnait sans cesse à ses oreilles, comme un murmure incessant. Julien baissa la tête, la cigarette entre ses doigts s'était consumée. Parfois, un sentiment de pitié l'envahissait lorsqu'il pensait au visage d'Élise. Sa femme était toujours loyale, préparait toujours ses repas, essayait toujours de sourire, même si son cœur était visiblement blessé. Mais il chassait rapidement ce sentiment. Pour lui, la pitié ne changerait pas sa vie. Il avait besoin de confort.
Il avait besoin de quelque chose de plus grand que la simple fidélité. Le lendemain, Julien partit plus tôt pour les champs, mais ce n'était pas pour travailler. Il arpenta les allées entre ses cultures de lentilles et de pommes de terre. Son esprit était en effervescence. En voyant une parcelle de terre meuble à la lisière du champ, il s'arrêta longuement. L'endroit était isolé, rarement fréquenté, surtout la nuit. Il murmura doucement, « Ici, personne ne saura. » Son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites, mais un léger sourire se dessina sur son visage. Les jours suivants, Julien trouva souvent des prétextes pour rester plus longtemps au champ. À Élise, il disait qu'il réparait une clôture. En réalité, il observait discrètement un emplacement précis, marquant le sol le plus facile à creuser. Dans son esprit, un plan sinistre commençait à prendre forme. De son côté, Amélie accentuait la pression. Elle l'appela d'une voix douce mais insistante. « Julien, je n'aime pas attendre trop longtemps. J'ai besoin de certitude. Veux-tu vivre avec moi ou non ?» Sa voix fit battre le cœur de Julien plus vite. Il répondit, essayant de paraître convaincant, « Sois tranquille, Amélie. Je suis en train de m'en occuper. » Mais Amélie n'était pas satisfaite. « Je ne suis pas le genre de femme à être la seconde. Si tu hésites encore, c'est que tu ne me mérites pas. » Cette phrase le piqua au vif, mais elle le galvanisa aussi. Il ne voulait pas perdre cette chance qui, selon lui, pouvait changer sa vie. À la maison, Élise sentait de plus en plus que quelque chose avait changé chez son mari. Julien était plus souvent perdu dans ses pensées, sortait sans raison apparente et parlait de moins en moins. Élise tenta d'engager la conversation, mais il répondait toujours brièvement, « Je suis fatigué, Élise, ne pose pas tant de questions. » Ces mots la réduisaient au silence. Elle aurait voulu serrer son mari dans ses bras, lui dire qu'elle l'aimait toujours, mais le corps de Julien semblait rejeter toute proximité. Les nuits d'Élise étaient de plus en plus baignées de larmes. Elle écrivait dans son journal, la main tremblante, l'encre tachant la page. Elle écrivit, « Est-ce que je ne lui suffis plus ?» Elle ignorait qu'au même moment, Julien était assis dans son champ, fixant la terre meuble, réfléchissant à la manière d'effacer son passé. Le puits de Sancy se dressait, impassible, au loin, enveloppé d'une fine brume. Roche-sur-Ciel semblait paisible de l'extérieur, mais dans le cœur de Julien, l'obscurité s'épaississait. L'ambition et le désir d'une vie luxueuse avaient aveuglé son jugement, lui faisant oublier la loyauté d'une femme qui l'attendait fidèlement à la maison. Il ne pensait plus à l'amour. Seul comptait son désir de liberté et d'une nouvelle vie avec Amélie. Le crépuscule à Roche-sur-Ciel peignait le ciel de teintes orangées et pourpres, la lumière déclinante filtrant à travers les hêtres sur les pentes du Sancy. Le vent froid charriait le chant naissant des grillons. Pour les villageois, c'était un moment de quiétude, celui où l'on rentrait des champs pour se retrouver en famille. Mais pour Julien, ce crépuscule n'apportait aucune paix, seulement une anxiété qui le rongeait. Il était assis sur le banc de bois, près du potager derrière la maison. Une cigarette était coincée entre ses doigts. Son esprit était obsédé par Amélie. Elle le contactait de plus en plus souvent, non plus avec une voix douce, mais avec une exigence à peine voilée. Quelques jours auparavant, ils s'étaient rencontrés en secret dans un modeste café en bord de route, sur le chemin de Besse. L'endroit était désert, à peine éclairé par une lampe à pétrole vacillante. Amélie avait fixé Julien d'un regard perçant, sa voix était ferme, mais froide. « Si tu es vraiment sérieux avec moi, Julien, tu dois oser prendre une grande décision. » Julien avait simplement baissé la tête ce jour-là. Il n'avait pas répondu immédiatement, mais ces mots résonnaient en lui, nuit après nuit, comme le murmure d'un démon qui s'insinuait dans son esprit. Il savait ce qu'Amélie voulait dire. Élise devait disparaître de sa vie. À la maison, Élise continuait fidèlement à remplir ses devoirs d'épouse. Elle préparait toujours le petit déjeuner, chauffait l'eau pour sa toilette, attendait son retour, le cœur serré d'inquiétude. Mais tout cela ne faisait qu'accentuer le malaise de Julien. Il se sentait coupable. Mais en même temps, il se sentait piégé. Plus il voyait la loyauté d'Élise, plus la voix d'Amélie, lui demandant de choisir, devenait forte. Cette nuit-là, Julien resta longtemps assis derrière la maison. Le café sur la table était froid, le paquet de cigarettes à moitié vide, mais son esprit était toujours en ébullition. Il se souvint du regard doux d'Élise, de ses mains délicates qui préparaient toujours ses repas. Mais il se souvint aussi du parfum coûteux d'Amélie, de sa voiture blanche étincelante et de la promesse d'une vie bien plus facile. Ces images contradictoires le tourmentaient. Il se prit la tête entre les mains, essayant de chasser la pitié qui surgissait parfois. « La pitié ne me rendra pas riche, » se dit-il. « Je dois oser choisir. » Le lendemain, Amélie le recontacta par téléphone.
Sa voix était douce au début, puis elle devint glaciale. Julien, j'ai attendu trop longtemps. Je ne veux pas être un secret éternellement. Si tu n'oses pas faire le premier pas, c'est que j'ai eu tort de placer mes espoirs en toi. Julien resta silencieux, serrant le téléphone d'une main tremblante. Ne dis pas ça, Amélie. Je cherche juste le bon moment. Je veux que tout se termine tranquillement. Mais Amélie ne se laissa pas attendrir. Tranquillement? Dit-elle d'une voix sardonique. Ma vie n'est pas faite pour attendre. Je peux choisir un autre homme, bien plus courageux que toi. Cette phrase le transperça. Après avoir raccroché, il resta longtemps assis sur le bord du lit. Son visage était sombre. Élise, le voyant ainsi, s'approcha. Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air soucieux. Mais Julien secoua simplement la tête. Je suis fatigué, Élise. Ne pose pas tant de questions. Cette réponse ne fit qu'accentuer la douleur d'Élise. Elle sentait le fossé entre eux se creuser, mais elle resta silencieuse, retenant ses larmes. Pendant ce temps, Julien était de plus en plus convaincu qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il ne voulait pas perdre Amélie. Il sentait qu'elle était la seule à pouvoir changer sa vie. Mais pour l'atteindre, il devait se débarrasser d'Élise. Cette pensée devint une obsession qu'il ne pouvait plus arrêter. Au champ, en travaillant, l'image lui revint. Il vit la terre meuble à la lisière du bois, s'imaginant creuser un grand trou, puis le refermer comme si de rien n'était. Son cœur battait la chamade, une sueur froide perla sur ses tempes. Mais avec cette peur, il ressentit aussi une étrange sensation de soulagement. Les nuits suivantes, il se rendit souvent en secret au champ, prétextant vérifier ses cultures. En réalité, il marquait certains endroits. Il mesurait avec ses pas, vérifiait la texture du sol, et imaginait les gestes sombres qu'il devrait peut-être accomplir. De son côté, Amélie ne cessait de le presser. À chaque brève rencontre, elle le fixait d'un regard froid. Je ne veux pas d'une vie à moitié. Si tu es courageux, prouve-le. Sinon, il vaut mieux qu'on en finisse maintenant. Cette pression le mettait au pied du mur. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre Amélie, mais il savait aussi que ce qu'elle lui demandait n'était pas anodin. Cette nuit-là, alors que la pleine lune était suspendue dans le ciel, il resta longtemps debout dans son champ, contemplant la parcelle de terre meuble qu'il avait marquée. C'est là que son esprit bascula complètement dans l'obscurité. Il n'hésitait plus. Dans son cœur, il murmura « Élise, c'est ici que tout va se terminer ». Les nuits à Roche-sur-Ciel semblaient de plus en plus froides. La brume descendait plus tôt que d'habitude. Les sentiers entre les champs de lentilles et les pâturages n'étaient éclairés que par la lueur blafarde de la lune. C'est là que l'on voyait souvent Julien marcher seul. À Élise, il prétextait toujours vérifier ses terres ou chercher du bois de chauffage. Mais en réalité, il préparait quelque chose de bien plus sombre. Dans un coin isolé du champ, rarement emprunté, Julien avait marqué une parcelle de terre meuble. L'endroit était quelque peu dissimulé, près d'un bosquet de hêtres. Cette nuit-là, il emporta une pelle. Ses mains tremblaient en saisissant le manche en bois. Mais son esprit était déterminé. Il commença à balancer la pelle. La terre se fendit lentement, produisant un son lourd qui se mêlait au chant des grillons. À chaque coup de pelle, sa poitrine se serrait, il ressentait de la peur, mais aussi une étrange satisfaction. Une sueur froide coulait sur son front malgré l'air glacial de la nuit. Au bout d'un moment, un trou commença à se former. Pas encore très profond, mais suffisant pour y faire disparaître un corps humain. Julien s'arrêta un instant, contemplant son ouvrage, le souffle court. Il murmura « C'est ici que tout finira ». Pendant ce temps, à la maison, Élise sentait son mari s'éloigner de plus en plus. Julien sortait de plus en plus souvent la nuit, parlait de moins en moins. Même lorsqu'ils étaient assis à la même table pour dîner. Élise tenta de lui demander « Julien, où vas-tu comme ça la nuit ?» Mais la réponse de Julien était toujours la même, brève et froide. « Je vais au champ. Il y a beaucoup à faire. » Élise ne pouvait que baisser la tête, retenant la douleur dans son cœur. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais n'avait pas le courage d'en savoir plus. Chaque nuit, elle priait en silence, pourvu que rien de terrible n'arrive à notre mariage. Les jours suivants, Julien devint de plus en plus habile à dissimuler ses agissements. Le jour, il se rendait au champ comme d'habitude. Mais la nuit, il continuait à creuser le trou, petit à petit. Il arrangeait la terre autour pour que rien ne paraisse suspect. Parfois, il rebouchait une partie de l'excavation, puis recommençait à creuser la nuit suivante. Tout était calculé. Ses pensées s'assombrissaient. Chaque fois qu'il voyait Élise assise sur le banc, le visage fatigué mais s'efforçant de sourire, son cœur se serrait un instant.
Mais l'image d'Amélie et de tout son luxe effaçait rapidement ce sentiment. Il se disait, si je reste avec Élise, je resterai pauvre. Si je suis avec Amélie, tout changera. La pression d'Amélie ne cessait pas non plus. Lors d'une brève rencontre dans la petite ville voisine, Amélie réitéra ses conditions, « Je ne veux pas attendre plus longtemps, Julien. Tu dois choisir. Sois avec moi ou quitte-moi maintenant. » Son regard était glacial, ne laissant aucune place au doute. Julien rentra de cette rencontre le visage sombre. Il marchait la tête basse sur le chemin du village, comme s'il portait un fardeau trop lourd. Élise, qui l'attendait à la maison, tenta de l'accueillir avec gentillesse. « Tu as mangé, Julien ?» Mais Julien hocha simplement la tête sans parler et entra dans la chambre. Élise resta figée dans la cuisine, contemplant l'assiette qu'elle lui avait préparée. Ses larmes coulèrent de nouveau sans qu'elle puisse les retenir. Cette nuit-là, Julien retourna au champ. Le trou qu'il creusait était de plus en plus profond. Il essaya d'imaginer le moment où tout serait terminé, où Élise ne serait plus à ses côtés et où il serait libre avec Amélie. Mais dans cette vision, il entendait aussi la voix douce d'Élise l'appeler avec tristesse. Cette voix le fit hésiter un instant, mais il la chassa de nouveau. L'ambition était plus forte que la pitié. Au village, les rumeurs allaient bon train. Les habitants commençaient à se demander pourquoi Julien sortait si souvent la nuit. Certains l'avaient vu se diriger vers son champ lors de la pleine lune. Il chuchotait au café, « Que fait-il là-bas la nuit ?» Mais personne n'osait encore l'interpeller directement. Pendant ce temps, Élise était de plus en plus en proie à l'anxiété. Elle savait que Julien cachait un grand secret, mais elle avait trop peur de le découvrir. Elle ne pouvait qu'attendre, espérant que son mari redevienne comme avant. Elle ignorait que le trou dans le champ était maintenant presque prêt à devenir le témoin du plan macabre de Julien. Le puits de Sancy se dressait, majestueux et silencieux, comme s'il observait tous les secrets enfouis à ses pieds. Roche-sur-Ciel semblait ordinaire, les champs toujours verts, les enfants toujours joyeux. Mais derrière cette tranquillité, une tragédie se préparait lentement. Une tragédie qui allait changer la vie d'Élise pour toujours. Le matin à Roche-sur-Ciel commençait toujours avec le chant du coq et une fine brume descendant des pentes du Sancy. Pour les villageois, c'était le signe d'un nouveau jour plein d'espoir. Mais pour Élise, ces derniers matins étaient devenus les plus difficiles. Elle se réveillait souvent plus tôt que d'habitude, assise sur le bord du lit, le visage las. Son cœur était agité. Quelque chose la tourmentait, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer avec des mots. Élise essayait de chasser ce mauvais pressentiment en suivant sa routine. Elle allumait le feu, faisait bouillir de l'eau, préparait un petit déjeuner simple. Mais chaque fois qu'elle regardait vers la porte, elle sentait que quelque chose avait changé. Julien sortait souvent avant l'aube, prétextant devoir se rendre plus tôt au champ. Élise ne pouvait qu'acquiescer, même si au fond d'elle, elle se demandait pourquoi toujours la nuit ou à l'aube. Une nuit, Élise fut réveillée par le grincement de la porte. Elle vit Julien sortir avec une pelle. Son cœur se serra. Elle voulut l'interroger, mais les mots ne sortirent pas. Elle ne put que regarder le dos de son mari disparaître lentement dans l'obscurité. Cette nuit-là, Élise ne put se rendormir. Elle s'assit sur le perron avec une fine couverture, contemplant la nuit profonde du village. Le chant des grillons et le vent des montagnes rendaient l'atmosphère encore plus pesante. Le lendemain, elle tenta d'engager la conversation. « Julien, tu sors souvent la nuit ces derniers temps. Que fais-tu réellement ?» Sa voix était douce, pleine de précaution. Julien la regarda un instant, puis répondit brièvement, « Je vérifie juste les terres. » « Ne pense pas trop. » Son regard était si dur qu'Élise se figea. Elle hocha lentement la tête, même si son cœur était de plus en plus convaincu que quelque chose n'allait pas. À partir de ce jour, l'anxiété d'Élise grandit. Elle commença à observer les moindres faits et gestes de son mari. Julien était souvent perdu dans ses pensées, le regard vide. Parfois, il marmonnait pour lui-même, sa voix à peine audible. Élise essayait d'écouter, mais ne captait que des bribes de mots qui la terrifiaient de plus en plus. Des mots comme nouvelle vie, libre et Amélie. Ce nom transperça les oreilles d'Élise, lui serrant le cœur. De son côté, Julien était de plus en plus déterminé à mettre son plan à exécution. Le trou dans le champ était assez profond. Chaque fois qu'il se tenait au bord, il ressentait une montée d'adrénaline qui le confortait dans son choix. Il savait qu'Élise serait un obstacle s'il voulait être avec Amélie. Et Amélie elle-même ne voulait plus attendre. Lors d'une de leurs rencontres secrètes en ville, Amélie le fixa de nouveau avec ce regard froid. « Julien, peu m'importe la manière. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas vivre avec l'ombre de ta femme. Si tu m'aimes vraiment,
tu dois le prouver. » Ces mots firent serrer les dents à Julien. Il ne voulait pas perdre Amélie. Il ne voulait pas retourner à sa vie simple avec Élise. Les nuits suivantes, Julien se rendit de plus en plus souvent au champ. Élise, consciente de cela, ne pouvait que rester assise, pensive, à la maison. Son mauvais pressentiment se renforçait. Elle avait l'impression qu'un grand danger approchait. Même le bruit du vent dans les arbres ressemblait à un murmure qui la mettait en garde. Un après-midi, Élise se rendit chez sa voisine la plus proche, Martine. Elle essaya de parler de choses et d'autres, mais finit par laisser parler son cœur. « Martine, ces derniers temps, je trouve Julien étrange. Il sort souvent la nuit. Son attitude est différente. J'ai peur qu'il me cache quelque chose. » Martine la regarda avec pitié et dit doucement, « Patiente, ma petite. Il est peut-être juste fatigué ou soucieux. » Mais au fond d'elle, Martine sentait aussi que quelque chose clochait. Cette nuit-là, Élise pria longuement. Elle implora le ciel pour que son mariage reste intact, pour que son mari redevienne comme avant. Mais dehors, Julien s'enfonçait de plus en plus dans son ambition. Il se tenait au bord du trou qu'il avait creusé, contemplant la terre sombre prête à engloutir son secret. Il se murmura à lui-même, « Bientôt, tout cela sera terminé. » Le puits de Sancy se dressait, majestueux et silencieux, enveloppé dans la brume nocturne. Roche-sur-Ciel semblait calme. Seul le chant des grillons et les aboiements occasionnels d'un chien se faisaient entendre. Mais derrière ce silence, deux cœurs luttaient à leur manière. Élise luttait contre le mauvais pressentiment qui la hantait, tandis que Julien s'engageait de plus en plus résolument sur le chemin obscur qu'il avait choisi. Cette nuit-là, une lune pleine était suspendue dans le ciel de Roche-sur-Ciel. Sa lumière blafarde perçait les lambeaux de brume qui descendaient des pentes du Sancy. Une brise nocturne soufflait doucement, apportant l'odeur de la terre humide et des feuilles de hêtre. Le village était silencieux, seul le chant des grillons s'élevait des champs. Dans la modeste maison de pierre, Élise venait de finir de préparer le dîner. Elle avait cuisiné une soupe de légumes et du poisson frit. Malgré son cœur agité, elle espérait que ce repas pourrait réchauffer un peu l'atmosphère avec Julien. En entendant la porte grincer, elle se tourna et esquissa un léger sourire. « Tu es enfin rentré, Julien. Je t'attendais. » Julien hocha simplement la tête. Son regard était froid, il parcourait la pièce comme s'il cherchait quelque chose. Élise tenta de détendre l'ambiance. « Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait une promenade tous les deux. Et si, après le dîner, nous allions faire un tour dans le champ ? L'air est frais ce soir. » Julien resta silencieux un instant. Cette proposition sonnait comme une invitation du destin. Il eut un sourire narquois et répondit à voix basse, « D'accord, après le dîner, nous irons nous promener. » Ils mangèrent en silence. Élise jetait de temps en temps un regard à son mari, sentant que quelque chose était différent, mais elle essayait de chasser ses mauvais pressentiments. Une fois le repas terminé, elle prit un châle pour se réchauffer. Pendant ce temps, Julien alluma une cigarette et sortit. Ils marchèrent côte à côte sur le chemin de terre désert. Les lumières des lampes à pétrole des maisons des voisins semblaient faibles au loin. Seule la lumière blafarde de la lune guidait leurs pas. Élise prit une profonde inspiration, essayant de profiter de ce rare moment de complicité. « Je suis contente que tu m'accompagnes ce soir, Julien. C'est comme au bon vieux temps, » dit-elle doucement. Mais Julien ne répondit pas. Son regard était fixé droit devant, vers le bois de hêtre qui devenait de plus en plus sombre. Dans sa tête, il comptait chaque pas qui le rapprochait du trou qu'il avait creusé quelques nuits auparavant. Arrivé au champ, le chant des grillons se fit plus fort. Le vent nocturne était glacial. Élise resserra son châle en souriant légèrement. « Il fait si frais ce soir. » Elle ignorait qu'elle se tenait au bord du gouffre mortel que son propre mari lui avait préparé. Julien s'arrêta juste à côté du trou. Son cœur battait à tout rompre. Une sueur froide coulait dans son cou, malgré l'air glacial. Il se retourna pour regarder le visage innocent de sa femme, qui lui faisait encore entièrement confiance. Élise se tourna vers lui, croisant son regard. Elle ressentit une étrange sensation. Le regard de Julien cette nuit-là était si sombre. « Qu'y a-t-il, Julien ?» Sa voix était douce, mais interrogatrice. Sans répondre, Julien s'avança et poussa violemment Élise. La jeune femme chancela en arrière et tomba directement dans le trou. Son cri résonna dans le champ silencieux. « Julien, qu'est-ce que tu fais ? Aide-moi !» Élise tenta de se relever, mais la terre meuble l'en empêchait. Ses mains agrippèrent le bord du trou. Ses yeux fixaient son mari avec un mélange d'incompréhension et de peur. « Julien, qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une plaisanterie? Sors-moi de là. Sa voix était brisée, les larmes commençaient à couler. Julien se tenait au bord du trou, la regardant sans la moindre pitié. Je suis fatigué de cette vie, Élise. Tu es un obstacle. J'ai besoin d'une nouvelle vie, et tu n'en fais pas partie. Élise fut anéantie. Elle n'aurait jamais imaginé que son propre mari puisse lui dire de telles choses. Julien, je suis ta femme. J'ai toujours été là pour toi. Comment peux-tu être si cruel? Cria-t-elle en griffant la terre avec désespoir. Mais Julien ne l'écoutait plus. Il prit la pelle qu'il avait appuyée contre un arbre et commença à jeter de la terre. Les mottes de terre tombèrent sur le corps d'Élise, la faisant hurler de terreur. Non, ne fais pas ça, Julien. Je t'en supplie. Je t'aime. Ne fais pas ça. Julien serra les dents. Chaque pelletée de terre qu'il jetait semblait sceller son passé. Élise se débattit. Ses mains tentaient de repousser la terre qui la recouvrait. Ses sanglots éclatèrent, sa voix s'affaiblit. Alors que son corps était de plus en plus enseveli, le regard d'Élise fixa Julien avec un mélange de colère, de déception et de désespoir. Un jour, tu le regretteras, Julien, murmura-t-elle avant que son visage ne soit presque entièrement recouvert de terre. Julien s'arrêta un instant. Ces mots le transpercèrent, faisant trembler ses mains. Mais l'image d'Amélie revint aussitôt, chassant tout doute. Il remplit le trou plus rapidement, jusqu'à ce que le corps d'Élise disparaisse complètement sous la terre sombre. Le silence s'installa. Julien se redressa, regardant la terre de nouveau plate. Sa poitrine se soulevait, la sueur coulait sur son visage. Il ressentit un mélange de soulagement et de nausée. Il laissa tomber la pelle et s'assit par terre, le regard vide fixé sur le ciel. « C'est fini » marmonna-t-il. Mais au fond de son cœur, le cri d'Élise résonnait encore. Et il ignorait que cette nuit n'était pas la fin, mais le début de sa propre destruction. Ce matin-là, le soleil se leva lentement derrière la colline. Ses rayons perçaient la fine brume qui enveloppait Roche-sur-Ciel. Le chant des coqs retentit. Des enfants se mirent à courir vers les champs, un seau à la main. Et les agriculteurs partirent déjà, la fourche sur l'épaule. Le village semblait ordinaire, calme comme les jours précédents. Mais dans la maison de pierre de Julien, l'atmosphère était étrange. D'habitude, Élise était déjà levée bien avant. Elle allumait le feu, préparait de l'eau chaude et disposait un petit déjeuner simple sur la table. Mais ce matin-là, la maison était silencieuse. Pas de bruit de casserole, pas d'odeur de café ou de soupe de légumes. Julien se réveilla les yeux bouffis. La nuit avait été longue, pleine d'images horribles. Même s'il avait réussi à ensevelir le corps d'Élise, les cris de sa femme hantaient encore ses oreilles. Il se leva lentement, contemplant la table vide. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Plus personne pour m'ennuyer, marmonna-t-il. Mais derrière ces mots, sa poitrine était oppressée. Quelques heures plus tard, sa voisine, Martine, arriva avec des légumes de son jardin. « Élise, je t'ai apporté des haricots verts. Tu m'avais dit que tu voulais en cuisiner hier, » dit-elle en souriant. Mais son sourire s'effaça aussitôt en ne voyant que Julien sur le pas de la porte. « Oh, Martine, » répondit Julien en bégayant. Élise est partie chez sa famille. C'était soudain. Martine fronça les sourcils. Partie sans rien dire? D'habitude, Élise prévient toujours avant de partir loin. Julien esquissa un sourire gêné. Il paraît que sa tante est gravement malade. J'ai été surpris aussi. Martine ne posa plus de questions, mais la méfiance s'était déjà installée dans son cœur. Elle connaissait Élise comme une femme polie, qui ne partait jamais sans prévenir, et encore moins en laissant sa maison en désordre si tôt le matin. La nouvelle se répandit rapidement. Au café, les hommes commencèrent à en discuter. On dit qu'Élise est partie chez sa famille. Mais c'est étrange, hier après-midi, je l'ai encore vue au marché. C'est vrai. Et si elle est vraiment partie, pourquoi personne ne l'a accompagnée? Julien en sait peut-être plus, mais il a toujours été froid avec sa femme. Dans un petit village, les rumeurs se propagent plus vite que le feu dans un champ sec. En une seule journée, presque tout le monde savait qu'Élise avait soudainement disparu. L'après-midi, le maire vint à la maison de Julien. Le vieil homme frappa à la porte avec sa canne. « Julien, j'ai entendu dire qu'Élise était partie chez sa famille. Peux-tu m'en dire plus ?» Les gens se posent des questions. Julien baissa la tête, essayant de garder un visage calme. « C'est vrai, monsieur le maire. Elle est partie précipitamment, sa tante serait gravement malade. Je n'ai pas pu la retenir. » Le maire hocha lentement la tête,
mais ses yeux perçants scrutaient le visage de Julien. Dans ce cas, espérons qu'Élise revienne vite. Mais tu sais comment c'est, dans notre village, les gens veillent les uns sur les autres. Il ne faudrait pas qu'on s'imagine des choses. Après le départ du maire, Julien poussa un long soupir. Il savait que le premier mensonge avait été prononcé, et qu'une fois un mensonge dit, d'autres doivent suivre pour le couvrir. Ce soir-là, Julien se rendit délibérément au café. Il rit aux blagues des autres, comme si de rien n'était. Mais en lui, la peur commençait à grandir. 2 jours passèrent, et Élise n'était toujours pas de retour. Martine était de plus en plus inquiète. Elle prit sur elle d'appeler la famille d'Élise, qui vivait dans un autre village. La réponse fut un choc. Personne n'avait de nouvelles d'Élise, et aucune tante n'était malade comme le prétendait Julien. Cette nouvelle fit grand bruit parmi les habitants. Les chuchotements se transformèrent en accusations voilées. Si elle n'est pas chez sa famille, où est-elle? Il s'est passé quelque chose. Et Julien le cache. Julien commença à se sentir acculé. Il savait que le mensonge de la tante malade ne tiendrait pas longtemps. Il inventa donc une nouvelle histoire, disant qu'Élise était en colère et avait quitté la maison sans prévenir. Mais au lieu de calmer les rumeurs, cette histoire ne fit qu'aggraver la situation. Les gens savaient qu'Élise n'était pas du genre à quitter sa maison sur un coup de tête, surtout sans emporter de vêtements ou d'objets personnels. Le 3e jour, l'atmosphère du village devint électrique. Les habitants parlaient ouvertement de la disparition d'Élise. Julien, en passant, faisait semblant de ne pas s'en soucier, mais ses oreilles brûlaient. Chaque regard semblait le transpercer comme une aiguille. Il était de plus en plus anxieux. Ses pas devenaient de plus en plus lourds chaque fois qu'il sortait de chez lui. Cette nuit-là, il resta assis seul sur sa chaise en bois. Ses mains tremblantes tenaient une cigarette. Il sentait que tout le village le regardait avec suspicion. Mais il se répétait, « Je dois être fort. Personne ne doit savoir. » Mais il ignorait que la vérité ne peut rester enfouie éternellement. La voix douce d'Élise, son regard plein de douleur et les soupçons grandissants des villageois allaient lentement faire remonter le secret à la surface. Le 3e jour depuis la disparition d'Élise, l'atmosphère de Roche-sur-Ciel était de plus en plus lourde de rumeurs. Au marché, les femmes en discutaient à voix basse, comme si elles craignaient d'être entendues, mais en laissant volontairement leurs paroles se propager. Au café, les hommes buvaient leur café chaud en secouant la tête. C'est impossible qu'Élise soit partie comme ça. Ses sandales sont encore sur le perron, et ses vêtements pendent toujours dans l'armoire. Si elle s'était vraiment enfuie, elle aurait emporté quelque chose. Cette nouvelle finit par arriver aux oreilles des autorités. Ce matin-là, une voiture de la gendarmerie s'arrêta devant la maison de Pierre de Julien. Un gendarme nommé Pascal descendit avec 2 de ses collègues. Ils furent accueillis par les regards curieux des villageois qui s'étaient rassemblés au bout de la rue. Le gendarme Pascal frappa à la porte. Julien sortit le visage blême, mais tenta d'esquisser un léger sourire. « Que se passe-t-il, messieurs ? Nous avons reçu un signalement de la part des habitants concernant la disparition de votre femme. Cela fait 3 jours qu'on n'a pas vu Élise. Pouvez-vous nous en dire plus ?» La voix de Pascal était ferme. Ses yeux scrutaient chaque mouvement de Julien. Julien déglutit. « Ma femme est partie comme ça, sans rien dire. Elle avait peut-être besoin de temps pour elle. Nous nous étions un peu disputés. » Il essayait de rester calme, mais ses mains tremblantes le trahissaient. Pascal nota quelque chose dans son carnet. « Nous allons mener une enquête. Nous vous demandons votre coopération. Si vous avez la moindre nouvelle, prévenez-nous immédiatement. » Après le départ des gendarmes, les villageois qui avaient assisté à la scène furent de plus en plus convaincus que quelque chose clochait. Martine murmura à sa voisine. « Tu as vu ? La réponse de Julien n'est pas convaincante. Il a toujours été froid avec Élise. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. » Le 4e jour, les rumeurs s'intensifièrent. Certains prétendaient avoir entendu des pleurs étouffés provenant du bois de Hêtre quelques nuits auparavant. D'autres disaient avoir vu une silhouette de femme aux cheveux longs errer à la lisière de la forêt. Certains croyaient que c'était le fantôme d'Élise. D'autres étaient convaincus que c'était un signe qu'Élise était encore en vie. Julien, quant à lui, était de plus en plus acculé. Chaque fois qu'il sortait de chez lui, les regards des villageois le transperçaient comme des couteaux. Il faisait semblant de s'occuper de son champ, mais son esprit était ailleurs. La nuit, il dormait mal. Le visage d'Élise lui apparaissait sans cesse. Les cris de sa femme résonnaient encore à ses oreilles. Le 5e jour, les gendarmes revinrent. Cette fois, ils étaient plus sérieux. Pascal s'adressa directement à Julien d'un ton ferme. « Monsieur,
Nous souhaitons inspecter votre maison. Nous avons plusieurs signalements de la part des habitants concernant des éléments étranges. » Julien sursauta, mais il n'eut d'autre choix que d'acquiescer. Les gendarmes entrèrent et inspectèrent chaque recoin. Ils ouvrirent l'armoire, examinèrent la cuisine, et même le sol fissuré. Martine, qui les accompagnait, ne put s'empêcher de commenter. « Regardez, monsieur le gendarme, tous les vêtements d'Élise sont encore là. Si elle était vraiment partie, elle n'aurait pas tout laissé. » Pascal nota rapidement, puis ses yeux s'arrêtèrent sur la coiffeuse. Il y avait un peigne encore plein de cheveux longs. Un châle usé qu'Élise portait toujours pour aller au marché. Tout cela renforçait l'hypothèse qu'Élise n'était pas partie de son plein gré. Pascal se retourna vers Julien. « Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois ?» Julien déglutit. « La nuit avant son départ, nous nous sommes un peu disputés. Le matin, elle n'était plus là. Et vous n'avez pas prévenu les autorités ? Je pensais qu'elle avait besoin de temps, monsieur. Elle est souvent émotive. » Pascal hocha simplement la tête, bien qu'il ne le crût manifestement pas. Une fois l'inspection terminée, les gendarmes demandèrent la permission d'examiner le terrain derrière la maison. Le visage de Julien pâlit, mais il tenta de sourire. « Allez-y, messieurs. Il n'y a rien là-bas. » Ils se dirigèrent vers le bois de hêtres qui s'étendait derrière la propriété. Un villageois qui les accompagnait murmura soudain en pointant du doigt : « Monsieur, regardez cette terre. On dirait qu'elle a été fraîchement retournée. » Tous les regards se tournèrent. En effet, il y avait un monticule de terre brune dont la couleur différait du reste du sol. Des traces de pelle étaient vaguement visibles. Julien tenta un rire nerveux. « Oh, ça, c'est moi qui ai planté des pommes de terre hier. » Pascal s'accroupit et toucha la surface de la terre. Il prit une profonde inspiration et se releva. « Nous allons examiner cela de plus près. Pour l'instant, ne vous éloignez pas, monsieur. Nous pourrions vous convoquer à la gendarmerie. » Julien acquiesça, bien que son cœur battît à tout rompre. Lorsque les gendarmes partirent, il essuya une sueur froide. Cette nuit-là, il ne put dormir. L'image du monticule de terre le hantait. Et si les gendarmes creusaient vraiment ? Et si le corps d'Élise était découvert ? Dehors, le vent nocturne soufflait doucement à travers les arbres. Le bruissement des feuilles semblait sinistre. Julien eut l'impression que la terre de son champ respirait. Il se couvrit le visage de ses mains. « Non, Élise est morte. C'est moi qui l'ai enterrée, marmonna-t-il, essayant de se convaincre. Mais plus il essayait d'oublier, plus la peur le hantait. Il ignorait que le secret qu'il avait enfoui ne resterait jamais vraiment enterré. Une pluie battante s'abattit cette nuit-là. L'eau martelait le toit en ardoise d'une vieille cabane à la lisière de la forêt, créant un vacarme qui ajoutait à l'atmosphère sinistre. À l'intérieur de cette cabane délabrée, une femme était assise, adossée à un mur, le corps affaibli. Ses cheveux étaient emmêlés et pleins de terre, son visage pâle, ses lèvres gercées, sa respiration saccadée, mais ses yeux brillaient d'une lueur de vengeance. C'était Élise. C'était un miracle qu'elle soit encore en vie. La nuit où Julien l'avait ensevelie, le corps d'Élise était en effet presque sans vie. Son souffle était presque coupé, mais ses doigts avaient réussi à griffer la terre au-dessus de sa tête. Dans l'obscurité, elle sentit un mince filet d'air provenant d'une fissure dans la terre meuble. Avec le peu de force qui lui restait, elle rampa lentement. Son corps était meurtri, couvert de terre humide. Finalement, au milieu de la nuit silencieuse, elle réussit à sortir du trou. Élise s'effondra sur le sol. Tout son corps tremblait, mais son cœur refusait d'abandonner. Elle savait que Julien la croyait morte, c'était son seul avantage. D'un pas chancelant, elle se dirigea vers la forêt, cherchant un endroit où se cacher. Et cette nuit-là, elle trouva cette vieille cabane, abandonnée depuis longtemps. Pendant plusieurs jours, elle survécut avec de l'eau de pluie et quelques baies sauvages. Les blessures sur son corps l'empêchaient de bouger facilement, mais sa volonté de vivre la maintenait éveillée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Julien la recouvrant de terre sans hésitation. La douleur et la colère se mêlaient en elle. « Je ne dois pas mourir avant que la vérité n'éclate », murmura-t-elle. De son côté, les rumeurs au village s'intensifiaient. Les habitants étaient de plus en plus convaincus que Julien cachait quelque chose. Les gendarmes avaient même inspecté le bois de hêtres et marqué le monticule de terre. Élise entendit ces nouvelles par les voix des villageois qui passaient sur le chemin forestier en cherchant du bois. Elle savait que le moment de se montrer approchait. Mais elle ne pouvait pas agir à la légère. Si elle apparaissait soudainement, Julien pourrait de nouveau essayer de la tuer. Elle devait trouver quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue.
Et le premier nom qui lui vint à l'esprit fut celui de Martine, la voisine qui s'était toujours souciée d'elle. La nuit suivante, Élise se risqua à sortir de sa cachette. Le tissu usé qui recouvrait son corps était humide de rosée. Ses cheveux masquaient son visage. D'un pas mal assuré, elle emprunta le sentier menant au village. Chaque aboiement de chien faisait battre son cœur plus vite. Elle avait peur d'être découverte. Au loin, elle vit une petite maison avec une lampe à pétrole allumée sur le perron. C'était la maison de Martine. Avec le peu de force qui lui restait, Élise accéléra le pas, mais son corps ne la suivit pas. Elle tomba sur la terre humide, juste devant le puits dans la cour. D'une voix faible, elle appela « Martine, aidez-moi ». Martine, qui puisait de l'eau, sursauta. Le seau faillit lui échapper des mains. Elle se retourna et fut stupéfaite. « Mon Dieu, Élise ! Seigneur, tu es en vie !» Des larmes coulèrent immédiatement sur ses joues. Elle courut vers Élise et la serra dans ses bras. D'une voix rauque, Élise murmura « Martine, ne dites rien à personne pour l'instant. J'ai besoin d'aide. » Martine frissonna. Ses mains tremblaient en aidant Élise à entrer dans la maison. Cette nuit-là, la porte fut verrouillée à double tour. Élise raconta tout d'une voix brisée, comment Julien l'avait trompée, l'avait traînée dans le champ, puis l'avait ensevelie vivante. Comment elle avait rampé hors de la terre avec ses dernières forces. Martine pleura en écoutant son histoire. Quelle cruauté! Mon Dieu, Élise, tu as failli ne jamais revenir. Mais Élise serra fermement la main de sa voisine. Pas encore, Martine. Je ne peux pas me montrer comme ça. Julien niera tout. Nous devons avoir des preuves. J'ai besoin de temps. Martine acquiesça, bien que son cœur fût en ébullition. Elle promit de garder le secret, même de sa propre famille. Seul Dieu et elle savait qu'Élise était encore en vie. Cette nuit-là, Élise dormit sur un matelas près de la cheminée de Martine. Malgré la douleur de son corps, son cœur commença à se sentir plus léger. Elle n'était plus seule. Quelqu'un la croyait. Et dehors, Julien était toujours occupé à dissimuler ses mensonges. Élise regarda le ciel par la petite fenêtre. Une demi-lune était visible derrière les nuages. Ses yeux brillaient de détermination. Je reviendrai, non pas comme une victime, mais comme un témoin vivant. Ce matin-là, l'air de Roche-sur-Ciel semblait lourd. La brume était plus épaisse que d'habitude, comme si elle cachait quelque chose derrière les arbres. Les villageois se rassemblèrent en masse près de la maison de Julien. La nouvelle s'était répandue que les gendarmes allaient creuser la terre dans son champ. L'atmosphère était tendue. Le gendarme Pascal arriva avec 2 autres gendarmes, munis de pelles et de sacs en plastique. Ils furent accueillis par les regards pleins d'espoir et d'anxiété des villageois. Julien se tenait sur le perron de sa maison, le visage blême. Sa chemise était trempée de sueur. Bien que le soleil vienne à peine de se lever, son cœur battait à tout rompre, ses lèvres étaient rigides, essayant de former un sourire. Pascal dit d'une voix forte, « Monsieur, nous allons procéder à cette excavation pour établir la vérité. Nous vous demandons votre coopération. » Julien tenta un rire nerveux. « Allez-y, monsieur. Mais je vous assure qu'il n'y a rien là-bas. Juste des pommes de terre que j'ai plantées. » Mais ses paumes étaient froides, tremblant sans cesse. L'image du visage d'Élise, son dernier cri et la terre qui l'ensevelissait lui revinrent en mémoire. Les gendarmes commencèrent à creuser. Le premier coup de pelle pénétra la terre meuble. Le deuxième. Le troisième. Le son de la terre qui tombait était clairement audible. Les villageois retinrent leur souffle. Tous les yeux étaient fixés sur le monticule. Julien se tenait non loin, le regard fuyant. En son fort intérieur, il priait pour que la terre garde son secret. Pourvu que le corps d'Élise soit bien enseveli là, pensa-t-il. Mais plus il creusait, plus aucun corps n'était découvert, seulement de la terre humide, des racines d'arbres et des insectes qui s'agitaient. Pascal s'arrêta et essuya la sueur de son front. C'est étrange. Cette terre a clairement été retournée récemment, mais il n'y a rien. Les chuchotements des villageois commencèrent à se faire entendre. Était-il possible qu'Élise ait été déplacée, ou était-elle encore en vie? Si oui, où était-elle maintenant? Julien se sentit un peu soulagé, mais la tension ne le quitta pas. Il essaya de sourire. « Je vous l'avais bien dit, monsieur. Il n'y a rien ici. Les gens se font juste des idées. » Mais Pascal ne se laissa pas facilement convaincre. Ses yeux restaient fixés sur Julien. C'est vrai, il n'y a pas de corps. Mais une nouvelle question se pose. Pourquoi cette terre a-t-elle été creusée, et par qui? Julien resta sans voix.
Aucun mot ne sortit de sa bouche. Pendant ce temps, loin de la foule, Élise était cachée chez Martine. Elle était assise dans un coin de la pièce. Son corps était encore faible, mais son regard était plein de détermination. « Martine, s'il ne trouve rien, Julien sera libre. Je ne peux pas laisser faire ça. » Martine lui serra la main. « Calme-toi, ma petite. Tu es en vie. C'est la preuve la plus solide. Quand le moment sera venu, tu devras te montrer. » Élise hocha lentement la tête. Bien que la peur l'envahît, elle imaginait le visage de Julien, découvrant qu'elle était encore en vie. Le visage de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, transformé en un monstre qui avait osé l'enterrer vivante. Cette nuit-là, Élise écrivit une lettre d'une main tremblante. Le message était court, adressé au gendarme Pascal. « Monsieur, je suis Élise. Je suis encore en vie. S'il vous plaît, ne croyez pas Julien. Je me montrerai au moment opportun. » La lettre fut remise discrètement par Martine à la gendarmerie. En la lisant, les yeux de Pascal s'écarquillèrent, son souffle se coupa. Alors c'est vrai, Élise est encore en vie. Il comprit que cette affaire était bien plus complexe qu'il ne le pensait. Si Élise revenait vraiment, un grand secret serait révélé. Mais il savait aussi que la sécurité d'Élise pourrait être menacée si Julien la prenait trop tôt. Chez lui, Julien était assis seul sur sa chaise en bois. Son visage était blême, ses yeux cernés. Le soulagement de ne pas avoir trouvé de corps ne dura qu'un instant. Un mauvais pressentiment l'envahit. Et si Élise était réellement encore en vie? Et si elle revenait avec la vérité? Il se couvrit le visage de ses mains. Une sueur froide coulait sur son front. « Non, c'est impossible. Je me suis assuré qu'elle était morte, » marmonna-t-il à voix haute, comme pour se convaincre. Mais loin de là, dans un coin du village, Élise regardait la lune par la petite fenêtre de la maison de Martine. Ses yeux brillaient, sa voix était faible mais pleine de conviction. « Julien, tu me croyais parti. Tu te trompes lourdement. Je reviendrai, et le monde entier saura qui tu es vraiment. » Cette nuit-là, le vent des montagnes souffla avec force. Le bruissement des feuilles de hêtre ressemblait à un murmure secret. Comme si la nature elle-même gardait la promesse que la vérité ne tarderait pas à éclater. Ce matin-là, le marché de Roche-sur-Ciel, d'habitude animé par les cris des marchands et le bruit des négociations, fut soudainement plongé dans l'agitation. Les gens couraient dans la même direction. Au milieu de la foule, quelqu'un cria d'une voix tremblante, « Mon Dieu, c'est Élise !» Tous les regards se tournèrent vers la silhouette d'une femme portant un foulard usé, qui marchait lentement. Son corps était maigre, son visage pâle et couvert de cicatrices, mais ses yeux brillaient de courage. Le long vêtement qui l'enveloppait était sali de terre et de boue, ses cheveux emmêlés masquaient une partie de son visage. Les gens restèrent silencieux. Ils se regardèrent, incrédules. Élise n'était-elle pas morte? N'avait-elle pas été enterrée dans le champ derrière sa maison? De l'autre côté du marché, Julien, qui achetait des cigarettes, se figea. La cigarette lui tomba des mains, son visage devint livide, comme si tout son sang s'était retiré. Ses lèvres tremblaient, ses yeux s'écarquillèrent. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Élise s'arrêta, se tenant droite malgré son corps tremblant. Elle fixa Julien droit dans les yeux. Sa voix était faible mais clairement audible. « Julien, je suis en vie. » La foule s'agita aussitôt. Certains poussèrent des cris hystériques, d'autres se couvrirent la bouche, incrédules. D'autres encore s'approchèrent pour s'assurer de ce qu'ils voyaient. Julien recula d'un pas, son corps chancelant. « Tu devrais être morte, jetée. » Sa phrase resta en suspens. Tout le monde était stupéfait. Julien réalisa qu'il venait presque de révéler son terrible secret en public. Le gendarme Pascal, qui était de garde au marché depuis le matin, s'avança rapidement avec deux de ses collègues. « Assez, Julien. À partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement en garde à vue pour complément d'enquête. » Julien cria, paniqué, « Non, c'est un piège. Cette femme ment. Elle a comploté avec quelqu'un pour me faire tomber. » Mais plus il criait, plus les villageois étaient convaincus. Ils commencèrent à le huer. « Julien, quel genre de mari es-tu? Tu as été cruel avec ta propre femme. Tu ne mérites pas de vivre dans ce village. » Élise regarda un par un les visages des villageois, puis dit d'une voix forte, bien que tremblante, « Je ne suis pas partie. Je ne me suis pas enfuie. C'est Julien qui m'a traînée dans le champ et m'a ensevelie vivante. Sans l'aide de Dieu, je serais morte. » L'atmosphère du marché devint soudainement silencieuse. Les villageois regardèrent Élise avec un mélange d'horreur et de pitié. Élise leva la main, montrant les éraflures de terre sous ses ongles et sur sa peau.
La preuve tangible de sa lutte pour sortir de sa tombe. Pascal hocha la tête avec conviction. Ce témoignage est suffisamment solide. À partir d'aujourd'hui, Élise est sous la protection de la gendarmerie. Julien devint de plus en plus hystérique. Il regarda à gauche et à droite comme s'il cherchait un allié. Mais personne ne le défendit. Même les visages qui le saluaient autrefois le regardaient maintenant avec dégoût. Julien fut finalement conduit dans la voiture de gendarmerie. Ses yeux étaient rouges de colère. Il regarda Élise de loin. « Tu le regretteras, Élise. Tu crois que tu as gagné ? Non. Je ne suis pas seul. » Cette phrase laissa tout le monde perplexe. Pascal le regarda fixement. « Que voulez-vous dire ? Qui est avec vous ?» Mais Julien se tut. Il réalisa qu'il avait failli révéler le nom d'Amélie. Au milieu de la foule, Élise poussa un long soupir. Un poids venait de lui être enlevé. Même si elle savait que le chemin vers la justice était encore long. Quelques semaines plus tard, le premier jour du procès eut lieu au tribunal de grande instance. Le bâtiment était bondé de villageois, de journalistes et même de militantes féministes venus assister à cette affaire sordide. Le nom de Julien était sur toutes les lèvres. Son cas était considéré comme la tragédie la plus sombre de l'histoire du village. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. Julien était assis sur le banc des accusés, le visage défait, les cheveux en désordre, les yeux rouges. Élise était assise sur le banc des témoins, accompagnée de Martine, qui la soutenait fidèlement. Le juge ouvrit la séance d'une voix forte. L'affaire d'aujourd'hui concerne la tentative de meurtre commise par l'accusé, Julien, sur sa propre femme, Élise. Le témoin principal, Élise, est invité à s'avancer. Élise s'avança le corps tremblant. Ses mains étaient froides, mais son regard était plein de détermination. Elle prit une profonde inspiration et raconta tout. Comment, cette nuit-là, Julien l'avait traînée dans le champ. Comment il l'avait poussée dans le trou. Comment la terre avait recouvert son corps. Chaque mot sortit clairement, plongeant la salle d'audience dans un silence de plomb. Certains villageois se couvrirent la bouche, d'autres versèrent des larmes. Le juge dut même frapper plusieurs fois de son marteau pour calmer l'atmosphère. Finalement, après que toutes les preuves et les témoignages eurent été présentés, le juge lut le verdict. D'une voix ferme, il prononça la sentence. L'accusé, Julien, est déclaré coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le son du marteau du juge résonna dans la salle. Certains villageois poussèrent des cris de soulagement. D'autres prièrent à voix basse. Élise baissa la tête. Ses larmes coulèrent. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. Elle sentit le lourd fardeau sur sa poitrine s'alléger lentement. Dehors, le soleil brillait. Élise se tenait sur les marches du tribunal, entourée de Martine et du gendarme Pascal. Les journalistes s'approchèrent, les caméras braquées sur son visage. Un reporter demanda « Que souhaitez-vous dire après ce verdict, madame ?» Élise regarda droit dans la caméra. Sa voix était douce, mais pleine de sens. « Je veux juste dire, ne sous-estimez jamais une femme fidèle. Les blessures physiques peuvent guérir, mais les blessures d'un cœur trahi sont bien plus profondes. J'espère que cette affaire servira de leçon pour qu'aucune autre femme n'ait à subir ce que j'ai vécu. » Ces mots firent taire beaucoup de gens. Les caméras continuèrent de tourner, immortalisant le moment où une femme, autrefois enterrée vivante, se tenait désormais debout, symbole de force. Pascal esquissa un léger sourire. Martine serra Élise chaleureusement dans ses bras.